Salut tout le monde, merci encore de vous connecter sur notre chaîne. Merci à vous tous qui likez nos vidéos, qui vous abonnez, qui partagez les vidéos. Merci, vraiment ça nous encourage à continuer de faire ce qu'on fait. Nous sommes une jeune chaîne comme vous pouvez le voir. On grandit, on avance, on monte et tout et on espère, n'est-ce pas, qu'on vous donne, n'est-ce pas, le contenu que vous avez besoin. Comme vous savez, on parle d'immigration sur la chaîne, on parle d'immigration principalement au Canada. Après, on va toucher sur d'autres pays lorsqu'on aura l'opportunité d'avoir des gens peut-être qui sont du côté de l'Europe. On pourra communiquer avec eux aussi et voir un peu comment l'immigration se fait de ce côté-là. Mais principalement, vu que moi aussi je réside au Canada, on a commencé vraiment avec l'immigration au Canada. Mais la chaîne n'est pas uniquement une chaîne d'immigration, j'aimerais déjà le rappeler. C'est une chaîne qui va parler de divers sujets. Donc, on a commencé avec l'immigration parce qu'on sait, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup sont ceux-là qui aimeraient immigrer, qui aimeraient aller à l'étranger, faire leurs études. Et beaucoup sont ceux qui choisissent la destination du Canada. Et je me suis dit, pourquoi ne pas, n'est-ce pas, informer les uns et les autres, n'est-ce pas, sur comment ça se passe pour venir au Canada, donner certaines astuces, certains conseils, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut éviter ici et là, n'est-ce pas, pour venir au Canada, quoi. Donc, voilà, ces premières vidéos, on parle d'immigration. On aura des personnes ici qui viendront sur la chaîne, qui vont partager l'expérience, que ce soit des étudiants, que ce soit des travailleurs, que ce soit peut-être des résidents permanents ou bien des personnes qui sont nées ici, des Canadiens, pour donner un peu juste une autre perspective, une autre vision, un peu l'expérience particulière de chacun, afin qu'on puisse voir, n'est-ce pas, comment s'est passé, n'est-ce pas, la procédure d'immigration de chacun, afin que ça puisse aussi nous inspirer ou bien nous motiver, soit peut-être à faire de nous-mêmes, passer par une agence, mais avant d'aller et commencer la procédure, qu'on ait assez d'informations, n'est-ce pas, sur le sujet et sur le pays aussi en général, parce que des fois, d'aucuns veulent venir au Canada, mais est-ce que le Canada vraiment, c'est le meilleur choix? Est-ce que le Canada vraiment, c'est le meilleur pays pour vous? Donc, je pense qu'on a traité déjà des vidéos sur ça, n'est-ce pas, sur le choix du Canada. Est-ce que le Canada, est-ce qu'il y a un autre pays et tout? Donc, voilà, essayez de regarder les anciennes vidéos, ça peut aussi vous éclairer sur le choix de votre pays. Voilà, après avoir dit cela, aujourd'hui, on va parler de la résidence permanente immigré au Canada en tant que résident permanent. Pour ceux qui ont vu les anciennes vidéos, ceux qui n'ont pas vu, je vous encourage à aller voir. On a parlé un peu immigrant en tant qu'étudiant. On a touché aussi l'aspect du permis de travail. Aujourd'hui, on parle de la résidence permanente. On a déjà parlé de la résidence permanente en ce qui concerne le programme scolaire. Ça veut dire finir ses études, avoir son permis de travail, ensuite avoir sa résidence permanente. Aujourd'hui, on va parler plus de l'immigration en tant que résident permanent. Ça veut dire que vous êtes dans votre pays d'origine et vous faites une procédure pour venir en tant que résident permanent. Cette procédure est aussi appelée travailleur qualifié. Donc voilà un peu, on va donner un peu de différentes informations là-dessus. Comme je dis toujours, je ne suis pas le plus grand expert en ce qui concerne l'immigration et tout, mais j'en sais quelque chose et je pense que c'est toujours bien de partager, n'est-ce pas, ce qu'on sait avec les autres et puis pour que ça puisse, n'est-ce pas, les éclairer. Comme je dis, il y a la possibilité de faire sa procédure seul, comme il y a la possibilité de faire sa procédure avec une agence. La différence entre faire ça seul et de faire avec une agence, c'est que très souvent les agences peut-être ont un peu plus d'expérience, connaissent un peu la chose, ont eu déjà à faire, n'est-ce pas, cela pour d'autres personnes. Ils connaissent un peu les rouages du système qui vont vous permettre, n'est-ce pas, d'avoir votre résidence permanente. Mais l'autre défaut aussi, bien l'avantage de faire ça de vous-même, c'est que ça va vous revenir nettement moins cher si vous faites ça de vous-même. Vous allez prendre un peu plus de temps, vous pouvez peut-être avoir un refus ou bien ça peut prendre un peu plus longtemps que la norme, mais ça va vous revenir nettement moins cher. Donc, après avoir dit cela, qu'est-ce que la résidence permanente? Déjà, il faut savoir que la résidence permanente, c'est un statut que le gouvernement canadien vous donne et vous donne la possibilité d'être, entre guillemets, comme un Canadien naturalisé. Ça veut dire que vous êtes comme un Canadien sans pour autant avoir tous les droits d'un Canadien, n'est-ce pas? La seule différence, c'est juste que peut-être un résident permanent n'a pas le droit de voter. Mais lorsque vous êtes résident permanent au Canada,
voilà, vous êtes, comme ça on se dit, vous êtes permanemment au Canada. Il n'y a pas un délai de séjour. Le statut est permanent, mais la carte, n'est-ce pas, n'est pas bon. La carte a une durée limite. C'est comme le passeport. Votre passeport a une durée limite, n'est-ce pas? Après, lorsque le passeport finit, il faut renouveler le passeport. Donc, voilà un peu ce que c'est qu'être un résident permanent. Donc, vous êtes en quelque sorte un Canadien sans pour autant l'être. Donc, ça veut dire que vous avez un statut permanent au Canada. Vous pouvez entrer, sortir comme vous voulez. Vous avez un statut qui ne va pas changer et qui est en quelque sorte permanent. On reviendra sur une autre vidéo sur les avantages et les inconvénients de la résidence permanente. Mais de manière générale, vous êtes comme un Canadien avec juste quelques différences choses. Vous n'avez pas le passeport, vous n'auriez pas le passeport et vous n'avez pas peut-être le droit de voter et tout. Et quelques deux, trois petits trucs ici et là que peut-être, voilà, il y aura la différence entre vous et un Canadien. Donc pour ceux donc qui veulent suivre cette procédure-là, il y a quelques informations à savoir, n'est-ce pas? Parce que dans cette procédure, c'est une procédure très, je vais dire, sélective. Et il faut d'abord comprendre déjà d'entrée de jeu que vous n'allez pas le faire seul. Ça veut dire qu'il y a une grande compétition dans tout le monde entier. Je sais qu'il y a beaucoup en Asie, n'est-ce pas, qui aimeraient venir au Canada. Pas beaucoup en Europe, je sais que les Européens plus ou moins restent chez eux. Mais en Asie, il y a un grand nombre de pays qui veulent entrer au Canada en tant que résident permanent. En Afrique, il y a un grand nombre de pays qui veulent, de personnes qui veulent entrer au Canada en tant que résident permanent. En Amérique du Sud, pareil aussi, il y a un grand nombre de personnes qui veulent entrer au Canada en tant que résident permanent. Et dans les Caraïbes aussi, il y a un grand nombre de personnes. Donc vous comprenez que ce sont des millions de personnes chaque année qui veulent appliquer pour la résidence permanente. Donc c'est pas évident. Mais c'est pas pour dire que c'est impossible. C'est très possible. Je en connais qui sont venus avec la résidence permanente. Je connais plusieurs personnes qui sont entrées avec leur résidence permanente. Donc, c'est pas impossible. Et que ces personnes venaient même d'Afrique, c'est pas impossible. Et après, vous pouvez venir de n'importe où dans le monde entier. C'est pas impossible d'entrer au Canada avec sa résidence permanente. C'est très possible. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a de la compétition. Donc, il va falloir, n'est-ce pas, montrer que vous êtes, n'est-ce pas, cette personne qualifiée, cette personne apte à venir au Canada, n'est-ce pas, et apporter quelque chose de nouveau. Parce qu'il faut bien comprendre que la différence entre un résident permanent et une personne qui a un statut temporaire, ça veut dire que le gouvernement a misé sur vous en fait. Vous êtes là et vous êtes entre guillemets à la charge du gouvernement. Le gouvernement vous a donné un truc indéterminé, comme un travail à durée indéterminée. Le gouvernement vous a donné un statut à durée indéterminée. Or, celui qui a un statut d'étudiant ou de travailleur, il a un statut à durée déterminée. Ça veut dire qu'à la fin de son visa, à la fin de son permis d'études, son permis de travail, le gouvernement peut décider de ne pas renouveler son statut. Le gouvernement peut décider de le laisser partir. On voit un peu, c'est un peu comme le travail. Donc, voilà que le gouvernement mise vraiment sur vous. Et comme ça se dit, statut indéterminé, ils veulent vraiment voir que vous avez la capacité, vous avez les ressources nécessaires, n'est-ce pas, pour venir apporter un plus au Canada. Donc, après avoir dit cela, quels sont les critères, n'est-ce pas, que le gouvernement regarde pour pouvoir vous donner la résidence permanente? Premièrement, je vais dire la chose principale, c'est le travail. Je vais dire, qu'est-ce que vous faites dans votre pays d'origine? Est-ce qu'un étudiant peut avoir entrer en tant que résident permanent? Oui, mais ce n'est pas ses études, premièrement, qui vont donner sa résidence permanente. Il faut bien le comprendre. Ce qui va donner sa résidence permanente, ça sera premièrement d'abord le travail ou le job qu'il est en train de faire. S'il fait un job vraiment qui nécessite des talents, qui nécessite, n'est-ce pas, des aptitudes spécifiques, n'est-ce pas, ça peut jouer en sa faveur pour qu'il puisse avoir sa résidence permanente. Donc, la première des choses que le gouvernement va regarder, c'est n'est-ce pas, le travail que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous faites un travail de choix? Est-ce que vous faites un travail qui nécessite vraiment des qualités spécifiques, un travail qui nécessite des ressources intellectuelles, des aptitudes, n'est-ce pas, intellectuelles? Est-ce que vous faites un travail de ce type? Si oui, quel poste en fait, quelle est votre fonction? Qu'est-ce que vous faites dans ce travail-là? Quelles sont les occupations que vous êtes en train de faire? Dès lors que vous avez un bon boulot, vous avez un bon poste dans une entreprise, dans une boîte, ça c'est déjà de... Ouais, ça c'est déjà quelque chose qui peut marcher en votre faveur. Après avoir dit cela, quelle est la deuxième chose? Il faudrait que le travail ou
ce que vous êtes en train de faire, vous payez vos impôts. Parce que le gouvernement va regarder ça. Est-ce que vous êtes affilié, n'est-ce pas, à la structure qui collecte les impôts dans votre pays d'origine? Est-ce que vous payez vos impôts? Il va falloir montrer que vous déclarez vos taxes. Il va falloir montrer que vous payez vos impôts. Il va falloir montrer que vous êtes dans les règles en ce qui concerne la structure judiciaire, la structure, n'est-ce pas, du travail, n'est-ce pas, dans votre pays. Parce que ils vont se dire, voilà, s'il est en règle, n'est-ce pas, dans son pays d'origine, notamment, il sera aussi en règle au Canada. Ça veut dire que c'est une personne, n'est-ce pas, loyale, c'est une personne déjà réglo. Donc voilà, il faudrait que vous ayez un bon travail. Je ne peux pas commencer ici à citer quel travail ou quel travail, ça peut discriminer et tout, mais je dirais l'essentiel n'est pas quel est le travail que vous faites, mais c'est la qualité de ce que vous êtes en train de faire. Peut-être, je ne sais pas, peut-être je m'embrouille, mais je vais dire, l'essentiel c'est pas je suis peut-être ingénieur ou bien je suis peut-être agent commercial, je suis peut-être commerçant. Non, c'est pas le type de travail que vous êtes en train de faire, c'est, n'est-ce pas, quelles sont les ressources qui vous permettent de travailler là-bas? Quelles sont les ressources qui vous permettent de faire ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que c'est un travail qui nécessite, un travail que tout le monde peut faire? Ou bien c'est un travail de choix que quelques personnes peuvent le faire, qui ont des capacités nécessaires, n'est-ce pas? Donc voilà un peu la chose, j'essaie un peu d'expliquer du mieux que je peux. J'espère que vous comprenez un peu le sens dans lequel je suis en train d'aller. Donc un travail vraiment de choix, un travail vraiment qui montre que voilà, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Lorsque vous avez cela, que vous collectez vos impôts, ça c'est déjà de deux. Il va falloir maintenant montrer quel est votre niveau linguistique. Donc voilà la troisième chose que le gouvernement regarde. Quel est votre niveau linguistique? Maintenant au Canada, il faut comprendre que le Canada c'est un pays bilingue. Au Canada on parle l'anglais et le français. Donc vous pouvez soit postuler en tant qu'anglophone, vous pouvez soit postuler en tant que francophone, vous pouvez postuler en tant que bilingue. Voilà, vous pouvez parler les deux langues. Naturellement, ceux qui postulent en tant que francophones, très souvent, ont la capacité d'avoir un peu plus de points. Parce que le gouvernement se dit, voilà, il n'y a pas beaucoup de francophones. En fait, je ne parle pas pour le gouvernement canadien, hein, j'aimerais le dire, mais ce m'a dit que, voilà, étant sur le territoire, on se rend compte que, voilà, il n'y a pas beaucoup de francophones au Canada, n'est-ce pas? Et voilà, l'idée aussi, c'est de permettre qu'il y ait plus de francophones, n'est-ce pas, en milieu canadien. Maintenant, je ne dis pas que naturellement, si vous êtes francophone, vous allez forcément avoir votre visa ou bien votre résidence permanente. Je suis pas en train de dire ça, mais juste ça peut vous augmenter des points, ça peut vous donner un peu plus d'avance parce que la majorité de la compétition parle en anglais, n'est-ce pas, ou bien applique en anglais, n'est-ce pas. Donc, si vous allez aussi vous retrouver dans le bassin des anglophones, il y a des chances que peut-être relativement à la compétition, vous puissiez ne pas vous démarquer, mais si vous appliquez en tant que francophone, je pense que la poignée de ceux qui appliquent en français est un peu plus réduite. Donc après, maintenant, vous pouvez aussi appliquer en tant que bilingue, ça veut dire que vous faites les deux tests de langue. Lorsque j'ai appliqué en tant que francophone, ça veut dire c'est le test de langue que vous allez faire. Est-ce que vous avez fait un test de langue en français? Est-ce que vous avez fait un test de langue en anglais? Est-ce que vous avez fait un test de les deux? Vous faites les deux, vous appliquez avec les deux. Ça peut aussi vous augmenter les points. Lorsque je parle de points, en fait, c'est parce que on parle de travail qualifié. Lorsque vous postulez, n'est-ce pas, pour venir en tant que résident permanent, au fur et à mesure que vous entrez vos qualités, n'est-ce pas, vos désignations que vous avez, n'est-ce pas, on vous montre le nombre de points que ça peut valoir. Peut-être on va dire que je travaille en ressources humaines, en tant que recruteur, en tant que ci, en tant que ça, ou bien je travaille en tant que agent marketiste, ou bien neuromarketiste et tout. Vous mettez cela, le gouvernement essaie d'évaluer quelles sont les qualifications de ce travail. Ils vont vous assigner des points. Et ainsi de suite. Non, je parle français, je parle anglais, je suis bilingue. Ça vous augmente aussi des points. Maintenant aussi, il y a aussi un autre aspect, l'aspect financier. C'est pas quelque chose, on ne dit pas d'être millionnaire ou bien d'être milliardaire. Non, mais il faut falloir avoir aussi voilà quelque chose que vous êtes en train de faire, des économies que vous êtes en train de faire, montrer que voilà, vous n'êtes juste pas là à chômer, à ne rien faire, attendre juste que voilà le gouvernement. Parce que lorsque vous venez en tant que résident permanent, il faut bien comprendre que vous ne venez pas avec un travail. Vous venez avant de chercher le travail sur le territoire. Donc maintenant, entre-temps, lorsque vous n'avez pas de travail, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Comment vous êtes en train de vivre? Vous voyez? Donc, si vous n'avez dit pas que ça serait quelque chose de déterminant qui va vous donner forcément, qui va vous disqualifier, non, mais je suis en train de dire que ce sera bien de montrer que voilà, j'ai des économies, j'ai des épargnes, n'est-ce pas? J'ai de l'argent mis de côté.
dans mon compte bancaire et tout, qui peut me permettre aussi même de vivre au Canada en attendant de trouver un travail, en attendant de trouver ci ou ça. Si vous pouvez même avoir même prouvé que voilà, vous pouvez trouver un logement et tout ça là, c'est aussi des choses que à mettre en votre faveur, n'est-ce pas, pour vous permettre que, pour gonfler, n'est-ce pas, le dossier et tout. Donc, montrer aussi que voilà, vous êtes un épargnant, vous avez quelque chose dans votre compte bancaire, que ce soit dans votre pays d'origine, que ce soit à l'étranger et tout. Vous avez quelque chose qui peut vous permettre de subvenir à vos besoins une fois venu au Canada. Le temps pour vous de chercher un travail autre. Donc, c'est pas quelque chose de sorcier, c'est quelque chose d'assez simple. Après, il y a d'autres choses classiques. On va pas peut-être rentrer dans les détails, mais les choses particulières, c'est vraiment le travail, n'est-ce pas? Montrer que vous payez vos taxes et tout. Montrer vraiment que vous avez le bon niveau linguistique. Je sais que beaucoup de personnes dans des pays, certains pays, c'est tellement bondé en ce qui concerne les tests de langue que ça peut prendre du temps. Des fois, vous prenez même beaucoup de temps à cause du test de langue, en fait. Donc, voilà, le niveau linguistique est là et montre aussi que voilà, vous avez des ressources, vous avez des fonds, n'est-ce pas, à votre disposition qui vont vous permettre de vous prendre en charge une fois venu au Canada dans l'attente de trouver un travail, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, en amont, d'autres choses qui ne sont pas à négliger, mais qui sont aussi là, qui font partie aussi du processus, c'est le casier judiciaire, n'est-ce pas? Parce que une fois venu au Canada, le gouvernement canadien veut se rassurer que voilà, vous êtes une personne réglementée, vous êtes une personne qui n'a pas de problème avec la justice, une personne qui n'a pas de problème, n'est-ce pas, avec ici et là, en fait, vous n'êtes pas une personne récalcitrante, en fait. Donc, on va faire naturellement un casier judiciaire. Et même ceux qui sont au Canada, ceux qui ont fréquenté ici, ceux qui ont eu le permis de travail ici, avant d'avoir la résidence permanente, il y a toujours ce casier judiciaire qu'il faut regarder, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a le casier judiciaire qu'on va regarder et puis on va voir est-ce que vous êtes en règle, est-ce que vous n'avez pas de problème avec la justice, est-ce que vous êtes déjà allé en prison et tout ça. Donc c'est des choses comme ça que le gouvernement va devoir regarder. Donc si c'est de votre cas, il faudrait que voilà, vous donnez des preuves, bien, en fait une bonne justification pourquoi est-ce que cela vous est arrivé. Mais si ce n'est pas votre cas, c'est une bonne chose. Voilà, vous êtes dans le bon. Donc voilà, il y a le casier judiciaire. Donc soyez sûr qu'on va vous demander votre casier judiciaire. Et aussi, deux fois, on peut aussi vous demander peut-être aussi des diplômes. Est-ce que, quel est votre niveau scolaire? Est-ce que, voilà, niveau bac, licence, master et tout. Bon, comme j'ai dit, les études, ça ne joue pas un très grand rôle. Ceux qui viennent au Canada, c'est varié. Il y a des gens qui sont venus avec le BTS, j'avais dit 2 ans après le bac. Il y a des gens qui sont venus avec la licence, d'autres sont venus avec le master. Donc, ça varie vraiment. C'est pas pour dire que parce que vous avez le master, vous avez nettement mieux que celui qui a la licence. C'est pas vraiment pour dire ça. Si vous avez peut-être la licence, que vous avez un très bon travail et celui qui a le master n'a pas un très bon travail, vous qui avez la licence avez un très bon travail, vous avez plus de chance aussi. Donc, mais ça entre aussi, ça joue sur un rôle, le diplôme que vous avez eu. Donc, il va peut-être falloir préparer cela, vos diplômes et tout. Voilà, et après il y a la paperasse que voilà, on va vous demander, que ce soit le passeport, que ce soit d'autres choses, des documents remplis et tout. Donc voilà, lorsque cela est dit, voilà un peu grosso modo, n'est-ce pas, ce que c'est que venir au Canada en tant que résident permanent. Quand je le dis comme ça a l'air simple. Ça a l'air comme quelque chose voilà, que tout le monde peut faire, mais ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Comme j'ai dit, la chose qui rend ça le plus... En fait, en soi, dans le fond, ce que j'ai dit, c'est ça en fait. C'est tout. Il n'y a pas quelque chose de plus grand que ça. En fait, le travail, le test de langue, les preuves de fond et tout ça, peut-être les diplômes, le casier judiciaire. Voilà vraiment les choses principales pour appliquer. Après, il y a des choses de tout autour. Je ne vais pas entrer en détail pour dire chaque truc, mais ce sont des choses de formalité, comme une demi-carte photo, c'est des choses de formalité. Passeport, c'est des choses de formalité. Les formulaires remplis, c'est des choses de formalité. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est pas quelque chose en soi qui est, que je vais dire, ça vient de vous. C'est des choses que le gouvernement a besoin que vous remplissez, tout ça. Donc, voilà. Mais ce qui rend ça le plus difficile, c'est la compétition en fait, parce qu'il y a plusieurs personnes sont en train d'appliquer, n'est-ce pas, pour le même processus. Et c'est ça donc qui peut vous disqualifier d'une manière ou d'une autre. Et une autre étape qui rend ça aussi compliqué, c'est que deux fois, il y a des bassins.
Vous voyez, lorsque vous avez rempli tous les critères, voilà, c'est bon, vous avez tous les points qu'il faut, vous avez appliqué. Une fois donc que vous avez appliqué, on va vous mettre dans un bassin, vous voyez. Et dans ce bassin-là, le bassin dure 1 an. Ça veut dire qu'une fois qu'on a reçu votre application et que vous validez et que vous remplissez les critères, n'est-ce pas, on vous met dans un bassin. Le bassin dure 1 an. Si vous n'avez pas la grâce que pendant les 1 an, on vous recrute, une province vous recrute ou bien que le gouvernement vous recrute, n'est-ce pas, il va falloir que vous recommencez la procédure. Donc c'est ça aussi qui est un peu difficile avec la résidence permanente. Donc ça veut dire qu'après avoir fait tout ce que vous avez fait, après lorsque vous recommencez, vous n'avez pas réparti faire toutes ces autres choses là, parce que par exemple le test de langue, je pense que c'est quelque chose qui dure 5 ans, donc vous n'aurez pas à partir encore faire un autre test de langue. Mais il va falloir que vous réappliquez encore et qu'on vous remette encore dans le bassin, parce que vous savez que bon, j'ai déjà tout ce qu'il me faut, j'ai déjà le niveau requis pour être résident permanent. Il faudrait juste que on me prenne dans le bassin. Donc, vous voyez, donc ça, le bassin, en général, ça dure 1 an. Vous voyez, et pendant les 1 an, il va falloir qu'on vous recrute. Vous voyez, lorsqu'on vous recrute, tomber dans une bonne saison, on va vous recruter, ou tomber dans une saison un peu basse où le gouvernement a un peu réduit les entrées, il y a des chances qu'on puisse ne pas vous recruter. Donc, voilà un peu ce qui rend ça un peu compliqué. Vous voyez, donc, lorsque vous êtes dans le bassin, vous attendez 1 an. Si les 1 an passent et tout, et qu'on ne vous a pas recruté, il va falloir que vous commencez encore et vous attendez encore un autre 1 an et tout. Donc, voilà un peu ce qu'il y avait à dire, n'est-ce pas, en ce qui concerne la résidence permanente. J'espère que ça vous a aidé. Donc, d'aucuns ont dit que voilà, c'est que j'ai comme bâclé. Non, je n'ai pas bâclé, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qu'il faut. Je vous ai donné vraiment le minimum. Pas le minimum, mais en fait, l'essentiel, je vais dire l'essentiel à savoir sur la résidence permanente. Ce qui vient à côté là, c'est juste des formalités, vous voyez, non? Mais ce qui rend ça difficile, je vais répéter encore, c'est juste la compétition et comme j'ai parlé du bassin. Maintenant, lorsque vous avez un peu de chance de votre côté, parce que voilà, la main de Dieu est un peu là, voilà, vous pouvez voilà, ça va passer un peu comme l'autre roche pour vous. Donc j'espère que ça vous a aidé, ça vous a plu la vidéo. Je vous encourage à liker et à partager, n'est-ce pas? Peut-être ça peut aider une personne qui est en train de vouloir faire cette démarche pour venir en tant que résident permanent. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.